Donc merci bien évidemment à César Guerra Guerrero et Magdalena Martin, qui sont tous les deux administrateurs de l'association Jean Monnet. Et je rappelle qu'historiquement, Jean Monnet ne s'intéressait pas qu'à l'Europe en tant que telle, hein. Il est allé dans beaucoup de pays. Il avait des messages à faire passer et l'important c'est d'écouter, hein, et de comprendre ce qui se passe et aussi évidemment de comprendre comment les autres nous voient. Et je crois que ça c'est un grand défaut qu'ont souvent aussi les Européens, c'est qu'on oublie de voir le miroir et comment ça se passe de l'autre côté. Donc merci à eux, ce sont deux très fins connaisseurs du Mexique, hein, et évidemment aussi de l'Europe. Et je les remercie d'avoir composé ce beau panel avec des intervenants de grande qualité que je salue et que je remercie vivement. Et je laisse tout de suite la parole à César et Magdalena. Merci beaucoup, Philippe. Et Magdalena, s'il vous plaît. Oui, alors c'est mon rôle de faire la présentation de nos intervenants ici présentes. Je vais commencer avec Geraldina Salton Villarreal, ou Villarreal Salton. Et elle est la présidente de la chambre franco-mexicaine, la chambre économique franco-mexicaine en France. Elle est le lien entre les entreprises mexicaines et françaises. Est très importante. Ça fait plusieurs années qu'elle a créé la chambre et c'est important pour tous ceux qui souhaitent investir soit au Mexique, soit en France. Et petit à petit, on a vu grandir cette chambre très importante dans plusieurs forums ou aussi dans les salons internationaux ici à Paris. Ensuite, on doit savoir que Geraldina vient de l'État de Nuevo León. Nous sommes ici dans plusieurs États de la République mexicaine. Elle a fait ses études al Tecnológico de Monterrey, que c'est la grande école de commerce, et un master en relations internationales. Et elle a été aussi la représentante, elle a créé aussi les alumni ou les anciens élèves du Tecnológico de Monterrey en Europe. Elle a fait aussi partie des études académiques entre le Tecnológico de Monterrey et les États-Unis, l'Asie, l'Amérique du Sud. Après, elle aura l'occasion de s'exprimer personnellement sa perception sur. Nous avons Adrien Iguaran, qui est né à Ciudad Juárez. Ça fait peur, hein? Ciudad Juárez, mais il a fait ses études aux États-Unis. Il a traversé la frontière pour aller à El Paso, faire ses études universitaires. Il est le directeur commercial pour Apple. Il a été actuellement à Madrid, mais il a été dans plusieurs pays à travers de son parcours, soit aux États-Unis, en Californie. Il a été aussi à Bangalore. Il a été à Londres, à Madrid, en France, et avec un master de Paris-Dauphine. Il aura l'opportunité de s'exprimer, qu'est-ce qu'il pense de toute cette vision de l'Europe. Et surtout, il est le président fondateur d'une fondation qui s'appelle MEXA. MEXA qui c'est pour protéger les adolescents et les enfants en situation vulnérable au Mexique. Et je me permets de dire aujourd'hui qu'il a reçu hier la reconnaissance du Sénat français. Il était au Sénat ici hier à Paris pour recevoir la reconnaissance de la part de la France pour tout son travail à ce sujet de la Fondation MEXA. Il aura l'occasion de s'exprimer. Et voilà, alors je pense qu'il pourra nous raconter après son expérience professionnelle. Nous avons aussi Lorenzo, qui est ancien ambassadeur du Mexique, diplomate de formation aussi. Et il a été dans des missions diplomatiques en Chine. Il a été aussi au Vietnam, en Australie. Il aura l'occasion de nous parler de ça. Il était l'ambassadeur en Suède, en Pologne, en Ukraine,
Lituanie et Lettonie, c'est les pays de l'Est à l'époque. Et très intéressant. Et ensuite, il a été conseiller diplomatique pour la présidence et chef de protocole. Et actuellement, il est le président, vice-président senior d'une société, compagnie, son nom, c'est Alveo, c'est ça, hein? Et, par la suite, il aura l'occasion de nous énoncer tout le travail qu'il fait. Il a aussi, il est le délégué, ou il a été le délégué pour l'Amérique centrale et le Caraïbe pour une société que c'était la ADIT, qui s'occupe de l'intelligence économique. Peut-être je mélange un petit peu, mais on aura l'occasion de parler de ça. Et du fait que nous cinq, nous venons des différents pays, des différents États de la République mexicaine. Et aussi, nous avons un âge différent, nous avons une perception de l'Europe différente. Chacun aura l'occasion de se présenter. Voilà. Je laisse la parole à César. Merci beaucoup, Magdalena. Je vais commencer à poser des questions. Je vais commencer avec Géraldina. Et j'aimerais commencer avec un sujet noble, c'est-à-dire l'échange culturel entre le Mexique et l'Union européenne. Piracalo est devenu un phénomène dans tous les territoires de l'UE et tout le monde la connaît. Mais il y a beaucoup plus de choses qui vont au-delà des cactus et des clichés qui ont retour au restaurant Tex-Mex. S'il vous plaît, Géraldina. Merci César. Effectivement, le phénomène Frida Kahlo est très connu dans l'Union européenne et son héritage continue. Même hier, Guillermo Kahlo, son arrière-petit-neveu, photographe, est arrivé à Paris pour une exposition dans le 11e arrondissement. Alors oui, ça continue. Mais l'Union européenne et le Mexique entretiennent de vastes relations bilatérales dans le monde culturel. La coopération, les échanges et les dialogues pour préserver l'art, la musique et la littérature sont les résultats de la diversité et de l'engagement envers l'interculturalité. On a eu de belles expositions, de grandes expositions, par exemple au Grand Palais, sur l'art mexicain du XXe siècle, évidemment avec Diego, Frida Kahlo, José Clemente Orozco. Il y a aussi dans l'année 2020, au musée de Quai Branly, l'exposition Les Olmecs et la culture du rôle du Mexique qui a été magnifique, vraiment. Mais ce n'est pas qu'en Europe qu'on trouve l'art du Mexique. On peut trouver dans 450 musées, églises et bibliothèques des objets d'art, patrimoine culturel du Mexique. Quelques exemples très connus. Vous avez évidemment entendu parler del penacho de Moctezuma, c'est la coiffe à plumes de Quetzal qu'on peut trouver à Vienne, dans le musée d'ethnologie de Vienne. Il y a le penacho de Cuauhtémoc, pas assez connu, et il est au musée de Quai Branly. Il y a par exemple les serpents aztèques à deux têtes au musée British Museum et la masse de Quetzalcoatl aussi. Mais il y a aussi un chercheur mexicain qui a parcouru différentes villes en Europe pour trouver les objets d'art. Il a même écrit un livre qui s'appelle Le Mexique en Europe. Très complet, je vous le recommande. Je vais essayer de trouver une pour toi, Magdalena et César, parce que c'est vraiment excellent, le livre de Miguel Gleason, il s'appelle. Et récupérer le penacho. Bon, ça c'est un autre sujet assez sensible. Mais il y a aussi la maison de vente aux enchères Morton, qui est au Mexique, et il vient de s'installer en France, à Paris, un bureau de représentation, pour y trouver des œuvres d'art mexicaines, mais en Europe.
et il les ramène au Mexique pour les vendre là-bas. C'est les ventes aux acheteurs et il a eu énormément de succès. C'est la maison Morton. Alors oui, on peut trouver beaucoup d'art mexicain ici, en France. Merci beaucoup, Géraldina. Magdalena? Oui, maintenant c'est le tour à Adrien de participer et de nous donner son point de vue dû à son expérience d'expatrié, si on peut dire ça, en Europe, et surtout nous dire qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as vécu en tant que Mexicain ici en Europe et aussi dans des pays hors l'Union européenne, parce que je crois que du fait que tu as vécu aux États-Unis, tu pourrais faire la comparaison entre l'Europe et les États-Unis et quelles sont les expériences les plus intéressantes, les plus captivantes, peut-être les moins intéressantes de toute cette expérience. Très bien. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'invitation. C'est un sujet l'Europe, c'est un sujet je trouve que c'est super important de renforcer et d'avoir ce type d'espace pour dialoguer. C'est vraiment important et merci pour l'invitation. Alors, comme Magdalena l'avait dit au départ, moi je viens du nord du Mexique. J'imagine que vous connaissez un peu la géographie du Mexique et comment ça se situe, mais je viens de la ville de Juárez qui est collée à la frontière avec les États-Unis. Donc c'est une ville qui est une ville jumelle avec notre ville, la ville de El Paso, Texas. Donc c'est la ville qui est de l'autre côté. Et donc moi j'étais extrêmement américanisé depuis que j'étais tout petit. Donc je commençais à regarder les dessins animés quand j'avais 5, 7, 8 ans et j'étais bilingue à 15 ans. Et donc c'était pour moi normal et naturel d'aller faire mes études universitaires aux États-Unis, donc à l'université de Texas à El Paso. Et même si disons que la société c'est assez homogène entre la ville d'El Paso et de Juárez, parce qu'en fait c'est une seule ville mais divisée en deux par la rivière le Rio Grande. Il y avait toujours cette expérience un peu désagréable de passer tous les jours la frontière pour aller à l'université, où il fallait se justifier son existence en tant que Mexicain vis-à-vis d'un agent d'immigration américain qui souvent s'appelait Mike Martinez ou John Perez, mais qui nous faisait la vie impossible à chaque fois qu'on passait parce qu'il fallait montrer le passeport ou le capot de la voiture, il sortait les chiens et tout. Donc même si c'était pas forcément ils sont dirigés personnellement et qu'il y avait peut-être certainement des bonnes raisons de contrôler les flux d'immigration et contrôler les voitures, etc., pour tout ce qui est trafic, etc. C'était quand même assez désagréable de passer la frontière chaque jour et essayer de me justifier, non, et de passer par ces moments-là pour pouvoir faire mes études. C'est là où j'ai rencontré ma femme et on s'est rencontrés en 97. On est toujours ensemble, on s'est jamais quittés depuis. Mais à un moment, on a décidé de s'installer en France. Et en fait, ce que je dois dire, c'est que mon expérience, surtout en France au départ, on parlera peut-être un peu plus de l'Europe après, mais mon expérience au départ avec la France, c'était en tout cas le sentiment que j'avais personnellement. On s'est installé en 2000 et j'avais l'impression, en tout cas avec le recul, que j'étais une espèce d'immigration voulu ou choisi, c'est-à-dire que mon expérience pour obtenir une carte de séjour, la carte de résident, et quelques années après le passeport, c'était une expérience que certes c'était bureaucratique, il y avait plein de papiers, il fallait faire la queue, etc. Mais j'ai jamais eu ce sentiment que l'Américain fait vis-à-vis des Mexicains ou des autres personnes-là un peu de supériorité. C'est-à-dire que je me sentais accueilli, je me sentais bien reçu, je me sentais accueilli, je me sentais bien. Ma belle famille m'a super bien accueilli. L'expérience que j'ai eue en m'installant ici, j'ai trouvé un travail plus vite que ma femme qui est française. Et de sorte que l'expérience m'a permis de me sentir à l'aise, de me sentir chez moi, de me sentir bien, de me sentir quelque part singulier, quelque part un peu différent vis-à-vis des autres personnes qui cherchaient du travail au même moment que moi. J'avais un parcours un peu international, j'ai parlé plusieurs langues et c'est comme ça que je suis rentré chez Apple. En fait, chez Apple, je suis rentré en 2001 et en fait, ils voulaient tous sauf un Français quelque part. Ils voulaient quelqu'un avec une expérience à l'international qui était bilingue, qui était trilingue, qui était plus sont ouverts vers le monde. Et c'est ça qui m'a ouvert aussi énormément de portes par la suite.
Mais je me sentais, disons que je me sentais bien. Et avec le temps, on commence à découvrir le pays, la culture, la politique, l'histoire, comment la France prend ses décisions, comment la culture bouge, comment les choses se font. Et, euh, et après, j'ai eu l'opportunité en 2006 de partir aux États-Unis pour travailler pour Apple à Cupertino. Et pour quelqu'un qui était très américanisé, qui parle avec très peu d'accent quand on parle anglais, j'ai eu un choc culturel en Californie, mais radical. C'est-à-dire que j'arrivais pas à comprendre pourquoi les gens n'avaient pas accès à la santé. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi les gens avaient besoin de payer une fortune ou s'endetter massivement pour pouvoir faire des études. Et donc, c'est là où je me suis rendu compte que les quelques années que j'avais passées en France m'avaient quelque part changé un peu le chip. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre des valeurs qui se sont installées chez moi d'une façon peut-être sans trop le voir, dans lesquelles la société américaine qu'avant j'ai admiré, avant quand j'étais jeune, j'étais destiné des partir aux États-Unis et marier avec une blonde et voir le Super Bowl et avoir un gros pick-up. C'était vers là que je pointais, quoi. Et quand je suis arrivé en Californie, c'était là une société de consommation avec des liens qui sont très superficiels, etc. Et on se sentait pas très très salé. Au bout des 300, on a demandé le retour, un billet de retour, et on l'a eu. On a eu l'opportunité de rentrer en France et de réinstaller ici. Et donc après, on a eu des opportunités de continuer à s'installer, voyager un peu partout. Actuellement, effectivement, je suis à Madrid. Mais ce que je voudrais peut-être partager avec vous, c'est qu'en fait, il y a trois choses qui m'ont beaucoup frappé en tant que Mexicain par rapport surtout à la France et quelque part aussi par rapport à l'Europe, parce qu'il y a des choses qui sont assez partagées entre la France et le reste de l'Europe. Mais la première chose, c'était la richesse du système français, c'est-à-dire la sécurité sociale et l'école. C'était des choses que par rapport au Mexique, même si au Mexique, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation sont par loi, tout le monde devrait avoir le droit, mais disons qu'ils sont pas les mêmes moyens, quoi. À la qualité des installations des écoles c'est pas pareil. C'est plutôt pour les jeunes modestes qui ont accès aux services publics. Mais en France, c'est pour tout le monde. Et c'est une richesse et c'est un avantage énorme pour les citoyens, pour les Français, que ça m'a énormément frappé. Et c'est même pas par rapport à la situation du Mexique, mais même par rapport à d'autres pays, que ce soit l'Inde, que ce soit les États-Unis. Comme on dit ça tout à l'heure, c'était un choc de voir que les gens n'avaient pas accès à la santé ou pour pouvoir faire des études. C'était des milliers de dollars pour pouvoir y accéder. Or, en France, c'est pas tout à fait le cas. Et même en Espagne, c'est pas le cas. La deuxième chose qui m'a beaucoup frappé, c'était en tant que Mexicain, je crois pas trop dans les institutions, disons, nationales. C'est-à-dire que les postes des gouverneurs, des députés, des sénateurs, le président, tout ce qui touche la politique, tout ce qui touche le service public, au Mexique, c'est des institutions sur lesquelles, moi, personnellement, j'ai du mal à croire dans leur efficacité ou dans leur honnêteté, entre guillemets. Mais en France, ça m'a redonné confiance sur ce type d'institution. Ça m'a redonné confiance sur le fait qu'il y a un Sénat qui travaille effectivement pour contrôler ce qui est voté à l'Assemblée et que il y a des fonctionnaires qui travaillent vraiment pour le bien-être des gens. Après, il y a des clivages, on n'est pas d'accord peut-être, mais globalement, les institutions fonctionnent, quoi. Et ça m'a redonné une confiance sur que j'avais pas au Mexique. Au Mexique, c'est pas tout à fait pareil. Mais ça avait beaucoup marqué disons la légitimité qu'ont les institutions en France et qui sont respectées. Ici en Espagne, pareil, sont très respectées, partout en Europe d'ailleurs. Et il y a une vraie confiance des citoyens vis-à-vis des institutions qui sont là pour les protéger, pour les aider. Donc ça m'a beaucoup frappé. Et la troisième chose qui m'a beaucoup frappé, c'était disons la notion il y a un vrai esprit démocratique qui existe en Europe. C'est-à-dire que je me souviens en 2002 quand il y a eu les élections entre Chirac et Le Pen, il y a eu une mobilisation massive qui s'est faite pour contrer Le Pen. Et moi je m'étais mais des jeunes, quoi. C'était ça ma vraie première expérience de démocratie. Et ça m'a beaucoup frappé. Alors, peut-être que maintenant
c'est différent, ou les manifestations sont différentes, ou les souhaits du peuple sont peut-être différents, mais les gens s'engagent, il y a un dialogue démocratique, il y a un dialogue politique, plus ou moins médiatisé, mais les gens parlent de la politique, et les gens veulent participer d'une certaine façon ou d'une autre. Et ça, au Mexique, ça n'existe pas forcément. Et donc, ce sont les trois choses que j'ai trouvées, qui, en tant que Mexicain, m'ont énormément marqué et qui m'ont énormément influencé pour la suite, sur comment j'ai perçois le monde, comment je perçois les institutions, mon devoir en tant que personne, en tant que citoyen, et qui m'ont changé, mais à jamais. Donc, même si je suis profondément mexicain, je suis aussi profondément européen et très très français, bien sûr. Mais voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est vraiment il y a un écart énorme entre ce que l'Europe peut proposer et entre ce que le reste du monde peut y aspirer. Et donc c'est quelque chose qu'il faut continuer à renforcer et à développer, clairement. Merci beaucoup, Adrien. Et profitant que nous avons Magdalena dans ce forum, j'aimerais bien que vous nous partagiez les éléments que vous considérez attractifs et modernes pour les Mexicains quand ils décident de rentrer en profondeur dans un monde interconnecté des 27 pays avec 27 cultures différentes, mais qui ont quand même décidé de partager des idéaux et des objectifs. Ok, je vais répondre. Je crois que Philippe avait demandé une question. On t'écoute pas. On n'écoute pas, Philippe. On n'écoute pas. Votre micro est débranché. Oui, j'arrivais pas. Non, j'applaudissais notre nouvel Européen, nouveau Français qui venait d'intervenir, hein, avec des propos qui redonneraient de l'espoir aux Européens et en particulier aux Français, parce qu'effectivement, on s'exprime beaucoup sur beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on a très tendance à beaucoup critiquer tout ce qu'on a. Et je crois que c'est très important aussi de voir le point de vue des gens extérieurs. Donc, ils sont certainement plus objectifs que nous. Voilà. C'était juste pour remercier pour ce que vous avez dit. Merci. Ok, suite à la question que César a posée, je vais m'exprimer concernant mon propre expérience quand j'arrive en Europe et que je vois tous ces pays que j'ai visités. Je crois que j'ai visité plusieurs ici en France et j'ai fait mes études et j'ai travaillé. Alors, l'impression que j'ai eue de cette société européenne, des différents pays de l'Europe, parce que l'Europe que j'ai connue en 75, 77, c'est pas la même de 2023. Alors, ce qui m'a impressionné, et je reviens à ce que dit Adrien, c'était la démocratie. C'était la position des citoyens en France, je parle en France en ce moment, et surtout la possibilité de la conscientisation qui existait à ce moment-là. Maintenant, ça pourrait être différent. Mais c'était surtout la question de la santé, l'éducation, la culture, les arts, parce que j'étais confrontée à différentes situations dans différents pays, autant pour la santé que pour la culture et l'éducation. Alors, puisque j'ai vécu en France, la première chose que j'ai vue, c'était la possibilité de se promener librement en France, à Paris. C'est peut-être différent maintenant, mais dans les années 77, 78, 19, c'était autre chose. C'était la possibilité d'avoir accès à la sécurité sociale, qui est, comme disait Adrien, et c'est vraiment complet, différent des pays anglo-saxons. Ensuite, j'étais, par mon parcours professionnel, confrontée à différents systèmes d'éducation, le système éducatif britannique et le système français complètement différents. Alors ça, c'est une richesse des différents pays de l'Union européenne. Par la suite, ce qui m'a complètement frappé, c'était la grève des mineurs à l'époque au Royaume-Uni. À l'époque de Margaret Thatcher, comment ça a fait et comment on a trouvé la solution, si est-ce qu'il y a une solution à la grève à ce moment-là. C'était dramatique. Ça, c'était à cette époque-là, je crois que c'était en 84, si je ne me trompe pas. Et la grève qu'il y a eu à Paris,
en 95, en décembre 95. Ça, c'était pour parler de dialogue social, les syndicats, le patronat, etc. Ça m'a choqué de comment est-ce qu'un pays trouvait une solution anglo-saxon à la grève et ici en France autrement. C'est-à-dire qu'il y a différentes positions. Et par la suite, ça serait l'Allemagne, comment on règle les problèmes de la grève. Ça, c'est une question qui m'a interpellée et c'est différent dans différents pays de l'Union européenne. Par la suite, c'est aussi l'équivalence des diplômes. L'équivalence des diplômes, comment un diplôme pourrait être reconnu dans un autre pays de l'Union européenne? C'est-à-dire que quand je suis arrivée en France, il n'y avait pas les autres 10 pays de l'Union européenne, c'est-à-dire les pays de l'Est, qui sont venus s'ajouter à l'Union européenne. Et c'était très intéressant parce que à l'époque des années 84, je crois, ou avant 84, avant l'espace Schengen, ça m'est arrivé de devoir présenter le passeport pour traverser la frontière entre l'Espagne, la Belgique, l'Italie, etc. C'était vraiment pénible. Ensuite, il fallait aussi obtenir la monnaie de chaque pays, que je conserve d'ailleurs, quelques monnaies, et c'était différent, c'était complètement un peu perdu. Et par la suite, je crois qu'à l'époque de l'élection de François Mitterrand, à un moment donné, il y a eu le contrôle des devises. Il fallait justifier pourquoi on sortait de l'argent, même pour vivre. Alors ça, c'était aussi un autre choc culturel. Le choc culturel aussi, c'était les vacances estivales à Paris. Ou le mois d'août, ça y est, Paris c'est vide. C'est là, les sacrées vacances d'été. Ça, il faut comprendre que dans différents pays, il y a des semaines, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Ça, c'est aussi, ça fait partie des questions sociétales. Ce qui m'a, par la suite, frappé, c'était la question de voir la possibilité d'être présente et témoin de la chute du mur de Berlin. La désintégration de l'Union soviétique et surtout la construction de tunnels sous la Manche, dont maintenant le Royaume-Uni n'est plus une île. Il est connecté, cet royaume, avec le continent. Mais on est confronté maintenant au Brexit. C'est curieux. Il n'a fait plus partie de l'Union européenne, mais malgré tout ça, on est unis par le tunnel sous la Manche. Et je crois que tout le monde a pris l'Eurostar. C'est très intéressant, ce que n'a pas pu faire Napoléon, l'a fait le Eurotunnel. C'est-à-dire connecter le Royaume-Uni et l'Union avec le continent. Voilà, alors toutes ces expériences, autant familiales, professionnelles, etc., font de moi, et je le dis aussi, une Européenne très convaincue de toutes ces possibilités que donnent ces pays dans l'Union européenne pour profiter de voyager, de travailler, de pouvoir bénéficier, même à la retraite, de ces bénéfices sociaux, parce qu'on a cotisé pour faire ça. Voilà. Ça, c'est mon expérience et mon point de vue de l'Europe, que je pourrais passer des heures à parler de toute cette expérience. Et voilà, je laisse la parole à la personne suivante. Merci Magdalena, merci beaucoup. Je voudrais demander à Monsieur l'ambassadeur Vignal sa perspective sur la relation entre le Mexique et l'Europe d'un point de vue politique, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup, Carlos. J'en profite aussi pour d'emblée remercier l'association Jean Monnet de cette très généreuse invitation et j'en suis très fier. Voilà, je voudrais préciser que le titre d'ambassadeur est une dignité que l'on ne perd pas dans la vie, mais je parle ici sous le contrôle de Lorenzo Vignal et de personne d'autre. Je ne prétendrai en aucun moment représenter les positions du gouvernement aujourd'hui au Mexique. Et d'ailleurs, je peux avoir des positions qui ne seraient pas tout à fait considérées comme orthodoxes, pour le dire de façon diplomatique.
La relation entre, si on peut parler d'une relation entre le Mexique et la France, le Mexique et l'Europe, l'Europe est quelque part imbriquée dans toute l'histoire post-cortésienne, donc l'histoire post-colombine, l'histoire à partir de 1492 ou même plutôt de 1519, qui est la date de l'arrivée des Espagnols au Mexique. Et quelque part, c'était les Espagnols, mais on savait que c'était derrière tout ça, il y avait aussi une Europe. À tel point que, il ne faut pas perdre de vue le fait que la révolution industrielle européenne s'est faite sur la base des filons d'argent et d'or péruviens et mexicains, entre autres. Mais on ne va pas parler de la préhistoire ou de l'histoire il y a très longtemps. Je crois que la question de CSR est beaucoup plus dirigée à des sujets d'actualité. Et pour moi, personnellement, je crois qu'une des grandes inventions, si on peut parler d'une invention, une des grandes constructions mentales du XXe siècle, c'est sans doute celle de l'Europe. Pour moi, une des plus belles réussites de l'histoire contemporaine, enfin à partir de la Seconde Guerre mondiale, c'est ce rêve qu'avait sans doute Jean Monnet, de construire une Europe, de faire une Europe avec ce qu'appelait peut-être le président Mitterrand des géométries variables, ce qui est un fait indéniable. Et en fait, je veux en venir un tout petit peu à ça parce que si l'Europe, outre l'Espagne, et là il y a un sujet de combien l'Espagne s'est servie de l'Amérique latine pour se donner plus de poids spécifique aux yeux de ses compatriotes européens, si on peut parler de compatriotes, et autant aussi comment le Mexique a découvert qu'il n'y avait pas que l'Espagne, il y a d'autres pays. Aujourd'hui, les liens avec la France sont très importants, mais ils sont beaucoup plus importants avec l'Allemagne, qui est un énorme investisseur au Mexique, comme l'est d'ailleurs le Royaume-Uni, et la France n'est pas un des premiers investisseurs, bien que ce soit un investisseur très important et historiquement très important. On a quand même des liens historiques qui sont passés par le sang. La fête du Cinco de Mayo nous le rappelle, le 4 de Mayo. On vient de voir d'ailleurs le drapeau mexicain sous l'Arc de Triomphe avec Madame l'ambassadeur du Mexique et les différents corps d'armée qui commémorent toutes les années la bataille de Camarones dans l'état de Veracruz au Mexique. Donc, pour ne pas perdre le fil, j'en reviens donc au lien du Mexique avec l'Europe contemporaine. Et c'est vrai que après l'histoire de l'entraînement de l'Europe et de l'Allemagne qui figurait comme l'Europe, qui prenait un tout petit peu la place de toute l'Europe, qui est une mosaïque de pays. Ce sont ces deux-là qui entraînaient vraiment la relation du Mexique avec l'Europe. Bien sûr, le Royaume-Uni qui a toujours été très très présent, il faut le reconnaître au Mexique, ainsi que historiquement l'Espagne. Et à un moment de notre relation, grosso modo, à partir de la présidence du président Salinas, notre relation est entrée dans une période, je dirais, d'accalmie, d'atonie. On avait beaucoup œuvré pour la construction de liens industriels très importants, de liens économiques très très importants. Et puis, nous sommes tous les deux, le continent européen, si l'on veut, le continent politique européen et le Mexique. Nous sommes renfermés sur nous-mêmes, nous pour pouvoir nous occuper d'une relation qui est beaucoup plus immédiate, je ne dis pas plus importante parce que c'est très difficile de qualifier l'importance, mais il y a le sens de l'immédiatesse géographique qui est celle des États-Unis. Et du Canada. Donc c'était la construction de l'accord de libre-échange nord-américain.
pour donner un argument qui aiderait à comprendre l'importance que cela a pour nous, eh bien, il y a une frontière entre le Mexique et les États-Unis qui est la frontière la plus traversée au monde. Il y a des millions de traversées journalières entre un pays et l'autre, et c'est une frontière qui, à l'échelle européenne, fait de Lisbonne à Saint-Pétersbourg. C'est quand même une autre échelle. Donc il y a un problème d'échelle, et quand nous faisions cela, donc nous étions nous tournions les yeux à l'interne, nous regardions l'Amérique du Nord. L'Europe, elle, faisait aussi ses états d'âme et se demandait si elle devait grandir ou pas, elle devrait s'accroître ou pas. Et en fait, ce que Magdalena évoquait quand elle est arrivée en France, eh bien, c'était une Europe à 6 personnes, à six composantes. Il y avait 6 pays vraiment qui composaient l'Europe. Aujourd'hui, c'est 27. Je ne sais pas si c'est 27 sans le Royaume-Uni ou c'est 27, donc nous ne sommes plus que 26. Non, 27, on est bien. 27, donc c'était 28 auparavant. Exactement. Et il est encore question peut-être de grandir un peu plus, et on pourra toujours se demander si l'Europe n'est pas un peu une victime de son succès, de sa croissance. Mais c'est un autre sujet. Le fait est qu'aujourd'hui, et César me posait une question très ponctuelle sur l'actuel gouvernement. J'ai un peu l'impression, et c'est là où vous voudrez peut-être me citer, mais j'espère que vous ne le ferez pas, que le gouvernement actuel n'a pas vraiment une politique extérieure très définie. Nous sommes toujours très pragmatiques. La politique extérieure est généralement très pragmatique, mais il faut des bases, et il faut savoir un peu ce que disait Sénèque, il n'y a pas de bon vent pour un bateau qui n'est pas de port. Et c'est vrai que si on n'a pas un port en politique extérieure, il est difficile de profiter des vents. Je crois que je m'en tiendrai un tout petit peu à cette image pour expliquer aujourd'hui les relations que le Mexique entretient avec l'Europe. Je ne parlerai pas du tout de l'importance du Mexique en Europe. Ça, je crois que le thème a été très très bien couvert par les intervenants précédents, par Geraldina, par Adrián, par Magdalena, bien sûr. Par contre, le poids de l'Europe, eh bien, c'est un ancien directeur général de l'Europe qui vous le dit. Je crois qu'aujourd'hui, l'Europe n'est pas très présente dans la politique extérieure du Mexique, dans la construction d'une politique extérieure avec les quelqu'un a son micro allumé une broyeuse d'aliments. Il y a un bruit. Bon, je finis là-dessus. Le Mexique ne défend plus, enfin du moins c'est mon opinion personnelle, ne défend plus les grandes causes qui ont été les causes porteuses de la politique extérieure mexicaine, la non-intervention, entre autres. Et toutes ces valeurs, enfin je vous rappelle que le Mexique a quand même été l'instigateur de la première zone dénucléarisée de la planète, qui est celle du traité de Tlatelolco. Nous avons été aussi d'ailleurs fondateurs des Nations Unies avec l'acte de Chapultepec en 1945. Donc c'est un ancien directeur général de l'Europe et qui avec une énorme fierté peut vous dire que j'étais le premier à réunir les deux Europes, parce que nous avions au ministère des Affaires étrangères une Europe qui était celle de l'Europe orientale et l'URSS, l'Europe orientale et l'URSS, et la direction générale de l'Europe occidentale. Eh bien, le premier directeur général de l'Europe comme tel, en 1989, que Magdalena évoquait aussi, c'était Lorenzo Vignal, qui est d'ailleurs très fièrement franco-mexicain. Mon arrière-grand-père est arrivé de Barcelonnette, c'était un de ces émigrants barcelonnettes, est arrivé au Mexique en 1850. Voilà, merci beaucoup. J'espère ne pas avoir trop dépassé le sens de la question que tu avais posée, mon cher César. Merci beaucoup, Lorenzo. Et Magdalena. Sí, oui, sí, continúo en español.
Voilà, je vais poser la question à César concernant la... C'est à Géraldine. Ah, Geraldina, pardon. Geraldina, de ton point de vue, puisque ça fait plusieurs années que tu es ici en France, et surtout à la tête de la Chambre économique franco-mexicaine, tu as eu l'opportunité de voir les entreprises mexicaines, les entreprises européennes aussi, parce qu'il y a eu parfois des Espagnols, etc. Et les voir arriver en France pour essayer de s'implanter, de faire des affaires. De ton point de vue, quelles sont les difficultés qu'ont trouvé les entreprises PME ou les particuliers pour s'implanter, pour faire des affaires en France? Ça y est. Merci Magdalena. Après les parfaits accents de Michel Ambassadeur, je continue avec mon petit accent du nord du Mexique. Mais cette question, je l'aime beaucoup. Parce que les relations commerciales, évidemment, entre le Mexique et la France sont très fortes et lorsque l'accord a été signé, que César il est l'expert, ça a détonné beaucoup de négociations. Les entreprises mexicaines implantées ici en France ou qui travaillent avec la France sont nombreuses, ce qui prouve qu'il est possible de faire des affaires en France. Si on parle de la présence mexicaine en France, en 2021, le Mexique était le pays de l'Amérique latine avec le plus de projets d'investissement en France. Parmi les 5 meilleures entreprises latino-américaines, 3 sont mexicaines. Ça c'est pour dire que pour faire des affaires en France, oui, c'est possible pour le Mexique. Par exemple, on a Alsea, qui a acheté tous les Starbucks. Il y a l'exploitation de tous les Starbucks en France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas. On a aussi Cemex, que tout le monde connaît, les ciments dans l'Hexagone, les ciments mexicains, qui a près de 20% des marchés en France. Et Sigma qui on les connaît grâce à Host, à Cochonou. Et c'est très bien implanté ici et fournissent des emplois en France. Bien évidemment, on a Bimbo, c'est le boulanger historique pour McDonald's et ils sont installés en Aix-en-Provence avec un investissement autour de 10 millions d'euros. Ça c'était un grand investissement pour la France. On a aussi, par exemple, la Costeña, que c'est près d'un siècle qu'il existe, mais c'est les piments serrano, que même s'ils sont installés au Mexique, les usines sont au Mexique, mais ils exportent dans plus de 50 pays et on peut trouver ici dans les grandes surfaces tous les petites serrano au vinaigre. Si on parle de restaurants, aussi, les entreprises de produits mexicains sont très nombreuses en France. On a même créé un label d'authentique cuisine mexicaine à la Chambre pour soutenir le chefs, les distributeurs, les fournisseurs de produits alimentaires en France. Et bien sûr, oui, les chefs. Et si on parlait de la partie administrative, comme tu m'as posé la question, pour faire des affaires ici en France, et la France, c'est très accueillant pour les étrangers. Par exemple, ça nous prend 4 jours seulement pour ouvrir une entreprise en France, contre 8 en Allemagne. Alors oui, c'est intéressant. Un marché de travail plus flexible. Il est important de s'adapter à la culture de l'entreprise française. Ça, on le sait très bien. Le processus de négociation commerciale est long. Les partenaires étrangers doivent être patients et tenaces. Il y a les aspects formels, la bureaucratie,
Ça, on le connaît très bien. Mais Paris est en tête de liste des villes les plus attractives. Si on pense maintenant au sommet Choose France, la 6e édition du sommet Choose France, la France est le pays européen le plus attractif pour faire des affaires, pour accueillir les étrangers. C'est la première destination mondiale de Research and Development, par exemple, et ça attire beaucoup les industries de logistique, les centres de recherche, ça c'est génial. Les recommandations qu'on donne à tous nos entrepreneurs, c'est de négocier en français, même si on a un accent, mais il faut bien négocier en français, ça sera beaucoup mieux. De préparer la réunion, évidemment, les présentations. Les Français sont très ouverts au débat, à la discussion. Il faut bien s'engager pour faire les débats avec eux. Il faut être patient et persévérant, comme on a raconté, et soyez stratégique, flexible. Il faut vous engager vers l'acheteur et persévérer, vraiment. Ça c'est les recommandations qu'on donne. Mais comme on dit, c'est très, très attirant pour faire des inversions ici en France pour le Mexique. Ça on l'a bien reconnu pendant toutes ces années. Et les grands groupes mexicains, comme on vient de citer, fournissent des emplois en France et bon, on continue bien la relation des Mexicains en France. Merci Géraldine. C'est Liven qui a quitté, mais il a laissé une question et on va discuter à la fin. On a ce deuxième tour de questions à la fin parce qu'il a déjà quitté. Donc, je vais poser une question à Adrienne. Quand voyez-vous les nouvelles générations de Mexicains où il y a quelques années, c'était rare de voir des étudiants mexicains chercher des options autres que les États-Unis. Sans vouloir généraliser, avez-vous remarqué qu'il y a un intérêt croissant des Mexicains à élargir les horizons et c'est qu'ils se sentent relativement plus attirés par l'Europe? Si cela serait dû à une meilleure réputation en Europe, y a-t-il une influence des institutions européennes? Y a-t-il un certain désenchantement vis-à-vis des États-Unis ces dernières années? S'il vous plaît, Adrien. Adrien? Il est connecté. Voilà, c'est bon. C'est l'erreur la plus commise pendant le Covid, quoi. C'est en mute. Donc c'est une très bonne question parce que c'est de ce que je vois, pas seulement en France, mais même en Espagne, ou en Allemagne, ou d'autres régions. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je ne pense pas que ça soit un désenchantement vis-à-vis des États-Unis. Certes, il y en a, surtout pendant les années Trump. On attend de voir ce qui se passe avec Biden et avec les lois qui vont bientôt changer au niveau des migrations. Le nord de Mexique, en tout cas dans ma ville, surtout dans ma ville de Ciudad Juárez, c'est un blocage total, surtout l'immigration qui vient pas seulement de Mexique, hein, maintenant ça vient de partout, de l'Amérique centrale, même de l'Europe de l'Est, de l'Afrique. Donc l'immigration, certes, les politiques d'immigration, certes, ça joue sur disons l'appétit ou comment les Mexicains vont chercher des opportunités pour se développer. Mais je pense qu'il y a deux parties à l'équation. Il y a la partie qui se passe en Amérique, la partie, disons, le contexte avec les États-Unis, mais c'est un contexte local qui est compliqué. On connaît les problématiques de sécurité, des corruptions, des collusions entre les cartels et avec la vie politique et économique.
qui certainement rend la chose beaucoup plus compliquée aussi pour les gens qui voudraient rester au Mexique. Donc je pense que tous ces facteurs-là font qu'effectivement peut-être que les gens vont chercher ailleurs pour se développer, pour trouver des opportunités d'éducation, de business ou des affaires. Mais aussi il y a l'équation européenne. En Europe, en tout cas, oui, en Europe, la population est calculée, des Mexicains est calculée qu'elle a été multipliée par 5 depuis entre 90 et 2020. Donc, en l'espace de 20 ans, les Mexicains enregistrés, qui sont légalement en Europe, s'est multiplié par 5. Et en France, je crois que c'est par 3. Donc, certainement, il y a une accélération qui s'est créée depuis 2010, mais qui s'est fait aussi parce qu'ils trouvent un territoire qui est apte pour les accueillir. C'est-à-dire que quand Magdalena est arrivée ici fin des années 70, quand moi je suis arrivé ici au début des années 2000, en fait, il n'y avait pas une communauté de Mexicains, c'était une diaspora qui traînait un peu partout, des femmes d'eux, les maris d'eux, c'est des gens qui s'est mariés, qui s'installaient ici, des étudiants, etc. Mais il n'y avait pas vraiment une communauté, il n'y avait pas vraiment cette tissu qui pourrait vraiment accueillir des gens qui voulaient prendre des risques, aller explorer. Quelque part, des gens comme Magdalena, Geraldina ou moi, on est un peu les pionniers, on a ouvert du chemin pour que les autres puissent arriver derrière, d'une certaine façon. Mais la société mexicaine en Europe se structure, commence à s'organiser de plus en plus. Maintenant, on a une chambre économique en France, on a une fondation comme celle qui est la nôtre, mais il y a plein de manifestations en France vis-à-vis du Mexique. Il y a le festival de cinéma mexicain, il y a la semaine de Mexique, donc il y a un certain nombre de manifestations qui ne sont pas ici pour forcément faire plaisir aux Français, mais parce qu'il y a une communauté des Mexicains qui donnent vie à tout ce type de manifestations. En Espagne, on parle même pas. En Espagne, la population des Mexicains est beaucoup plus importante que celle qui est en France. Mais ce qui veut dire, c'est que avec tous ces gens-là qui sont venus s'installer, aussi avec les échanges universitaires, par exemple, maintenant, un étudiant en France ou au Mexique peut, en échange, pendant son parcours universitaire, partir et faire une école en France, ou en Espagne, ou en Allemagne, ou au Royaume-Uni. C'est des programmes universitaires qui sont montés avec le temps, avec le fil de temps, mais qui n'existaient pas dans les années 80, dans les années 90, ça n'existait pas comme ça. C'était pas aussi sollicité, demandé, même structurel dans le parcours universitaire d'un élève. Où maintenant, il faut qu'il fasse des stages à l'étranger, ou il faut qu'il fasse une partie de leurs études à l'étranger. Donc, cette partie-là, si ça donne une possibilité aux gens de découvrir, de comprendre, d'apprendre la langue, de la maîtriser, et d'après, se projeter là-dedans. Il y a des entrepreneurs qui s'installent, il y a des investissements qui commencent à se faire. Donc, je pense que d'un côté, il y a peut-être un désenchantement avec les États-Unis, un contexte compliqué au Mexique, mais de l'autre côté, il y a aussi une terre qui les accueille plutôt bien. On a aussi des institutions qui soignent les relations avec l'Amérique latine plutôt que les antagoniser, comme le fait l'Europe, le fait la France, le fait il y a un lien très fort. Je pense que le Mexique se rend compte que d'être d'être sous l'influence très très importante et directe des États-Unis dans tout ce qui est économique, social, etc. Ça a des avantages mais des inconvénients aussi. Donc, de diversifier, c'est important. Donc, je pense que même si institutionnellement, vis-à-vis de gouvernement, c'est peut-être pas aussi affiché, mais je pense que les gens qui font le tissu économique et social cherchent à s'installer ici ou à découvrir. Et je pense qu'ils trouvent aussi une terre qui les accueille plutôt bien. Et donc, je pense que c'est ça qui fait que l'installation des Mexicains en Europe s'accélère. Mais je pense que c'est que le début. Je pense que d'ici 20 ans, ça va être encore beaucoup plus important. Donc, je pense pas que ça va stagner. Et donc c'est à ce moment-là que ça va être vraiment intéressant de voir comment la communauté des Mexicains avec l'Europe peuvent améliorer les relations économiques ou politiques entre les deux parties. Et je pense qu'on est au début de quelque chose de très très intéressant. Merci Adrien. Et maintenant, je demande à Lorenzo la dernière question. Quels sont les domaines d'intérêt où tant le Mexique, tant l'Europe
devront travailler pour renforcer mutuellement leur présence dans les deux côtés de l'Atlantique? C'est une question qui est plus vaste que l'océan Atlantique qui soi-disant nous sépare, mais merci beaucoup César pour me poser cette question. Je pense, et je ne suis pas l'expert aujourd'hui sur le sujet de nos accords de libre-échange, je pense que l'accord de libre-échange génération 1, donc celui qui a été négocié dans les années 90, était un extraordinaire exercice de coopération politique. D'ailleurs, il a été très complexe à négocier avec le Mexique parce que le Mexique n'était pas à cette époque-là, je ne sais pas s'il l'est aujourd'hui, habitué à ce que l'on puisse discuter sur des sujets comme ceux des droits de l'homme et les libertés civiles, qui sont des thèmes, qui étaient des thèmes à cette époque-là, je parle des années 90, des thèmes assez complexes à gérer de façon internationale. On était très, comment dire, très très protecteur de notre souveraineté, et on pensait que de parler de ces thèmes-là était un tout petit peu quelque part une perte de souveraineté. Donc je pense que l'apprentissage que nous avons eu était une des grandes opportunités, et elle l'est toujours. Je pense que tu es peut-être, toi, César, beaucoup plus à même de nous parler de l'accord dans sa nouvelle version. J'ai compris que les négociations avaient avancé pas mal, mais qu'elles n'étaient pas toujours, enfin que l'accord n'était pas encore tout à fait capable de prendre la piste et de s'envoler. Il y a une quantité infinie d'opportunités entre le Mexique et l'Europe, ne serait-ce que parce que nous avons quand même des valeurs culturelles qui se rapprochent beaucoup, qui au long des derniers 5 siècles ont quand même, il y a une habitude du traitement du Mexique de l'Européen et une habitude du traitement de l'Européen du Mexique. Peut-être que pas tellement du côté, de l'acceptation de l'Europe, des Mexicains par l'Europe, mais ceci est vraiment en train de changer. Je crois que Adrian a mis le doigt très gentiment sur tout le sujet. C'est vrai qu'en 30 ans, le Mexique est infiniment plus présent, certainement en France, et j'ose penser qu'il l'est aussi en Europe. J'ai des amis qui sont installés un tout petit peu partout, en Suède, en Allemagne, en Italie. Je ne parle pas de l'Espagne, on sait que c'est un cas un peu différent. Opportunités, il y en a. Il y a des opportunités dans la coopération culturelle, il y a des opportunités dans la coopération académique, on l'a vu. Et bien sûr, dans les questions économiques, industrielles, je salue ici le travail qui est fait par Geraldina et tout le monde à la Chambre économique du Mexique en France, qui, c'est vrai, c'est un outil que nous, les Mexicains, n'avions pas en France, alors que la Chambre franco-mexicaine existe depuis plus de 150 ans au Mexique. C'est d'ailleurs la plus ancienne de toutes les chambres étrangères au Mexique. Donc je crois qu'il y a une vitalité qui n'était pas là il y a une trentaine d'années, qui est là aujourd'hui, du fait qu'il y a, est-ce qu'on peut parler d'une émigration? C'est pas une émigration consciente, mais il y a quand même un mouvement migratoire du Mexique vers la France, comme il y a eu d'ailleurs un mouvement migratoire de la France vers le Mexique au siècle avant-dernier, dans les années au 19e siècle. C'est sans doute, tout reste encore à écrire dans la coopération qu'il y aura entre le Mexique et l'Europe. Mais je crois qu'il y a de grosses opportunités, de grandes opportunités, ne serait-ce que d'abord parce que malgré la complexité sociale du Mexique, la complexité culturelle du Mexique, avec toutes ces langues, avec toutes ces ethnies, il y a aussi une complexité en Europe, certes. Malgré tout cela, eh bien, il y a d'énormes opportunités de nous connaître mieux.
et de travailler ensemble, d'aller plus loin dans notre coopération. Et je crois que dans tous les plans, la politique n'étant pas un de ceux que j'exclurais, je n'en exclurai aucun. Et je crois qu'on a beaucoup appris en politique à vivre ensemble le Mexique et l'Europe. Voilà, je ne voudrais pas vous prendre trop de temps. Merci pour la question, César. Ok. Je continue, je profite de cet parcours vers la présence du Mexique et l'Union européenne pour poser la question à César de nous dire, puisqu'il est l'expert des négociations du traité, la modernisation du traité de libre-échange entre le Mexique et l'Union européenne, où en est-on sur cette modernisation, et cet accord global, et est-ce qu'il va entrer en vigueur, etc. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails? Merci Magdalena. Ici, c'est la première fois que je vais essayer d'expliquer ça en français. S'il y a des problèmes, je vais changer en anglais, mais je vais faire mes meilleurs efforts. Et oui, tout à fait. Il y a une modernisation d'un accord de libre-échange. C'est l'accord de libre-échange entre l'Europe et le Mexique. C'est le premier accord de libre-échange que l'Union européenne a négocié avec un pays d'Amérique. Donc, il est vieil. Ça veut dire, comme Laurence a déjà dit, ça a été négocié à la fin du dernier siècle. Il a commencé le 1er juillet de l'année 2000. Mais après de cette date, même l'Union européenne, même le Mexique, ont négocié des accords de libre-échange plus complets. Et l'idée de la modernisation, ça a été d'augmenter le niveau de l'ambition, de la concession, pour augmenter le commerce, avec un nouveau accord de libre-échange. Parce que, par exemple, si le Mexique vend des bananes à l'Union européenne, il faut payer un tarif plus haut, un droit de douane plus haut que les voisins de Guatemala, de Costa Rica, de la Colombie. Donc, c'est nécessaire de faire ça, mais aussi l'Union européenne, quand il fait l'exportation de fromage, par exemple, il faut payer un droit de douane au Mexique que les États-Unis ne payent pas. Parce qu'il y a l'accord de libre-échange avec le Canada et les États-Unis, que les tarifs, les droits de douane sont finis. Même le Mexique a négocié aussi avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'accord de libre-échange avec les Trans-Pacific Partnership Agreement. Même maintenant, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ne payent pas des droits de douane au Mexique en produit, par exemple, les fromages. Donc, l'Union européenne et même le Mexique ici ne sont pas traités avec les mêmes niveaux que des autres pays qui sont même des amis. Et le problème, ça a été qu'on a terminé la négociation en avril 2018. Et après ça, il y a une élection au Mexique. C'est le président López Obrador qui a gagné l'élection. Et il a une vision différente dans la politique énergétique. C'est ça que je pense, à mon avis, c'est le problème, parce que au Mexique, la politique sur l'énergie, c'est d'avoir plus de présence des entreprises de l'État. Et ça c'est contre des disciplines qu'il y a déjà négociées avec l'Union européenne avant de 2018. Donc, même il faut changer des articles qui parlent de protection des investisseurs européens au Mexique ou
il faut changer la vision des gouvernements sur l'énergie pour faire ça compatible avec les articles déjà négociés sur l'accord. Et je pense que c'est difficile d'avoir une solution avant les prochaines élections parce qu'on va avoir des élections au Mexique 2024 et aussi à l'Europe 2024. Donc l'impasse, c'est très difficile pour trouver une solution. Donc je pense qu'après les élections ici et au Mexique, on peut regarder si les conditions sont là pour continuer à parler de comment on peut prendre les nouveaux accords de libre-échange à le Parlement européen et aussi à le Sénat au Mexique. Merci Magdalena, j'espère que ça a été clair. Excellent français, merci César. Un grand effort, c'est bien, Bravo, merci. bravo, oui. Et on passe aux questions. Il y a des gens parmi vous qui avaient des questions pour les intervenants, c'est le moment de poser les questions. Magdalena, je pense qu'on peut prendre les questions premières que Liven a déjà laissées sur le chat. Oui. Liven a posé la question. Quelle était la question? C'est la question qui tue, c'est la question sur comment est-ce que le Mexique voit la guerre en Ukraine? Qui va répondre? C'est une question assez pointue. On peut donner des éléments d'actualité liés au Parlement mexicain, puisque le parti au pouvoir avait renforcé un groupe d'amitié franco-russe, et les oppositions très rapidement ont relancé un groupe d'amitié Mexique-Ukraine. Donc on voit déjà qu'il y a des oppositions de ce point de vue-là. Puis après, monsieur l'ambassadeur, il y a la position historique effectivement du Mexique, qui est de pouvoir toujours parler avec tout le monde et d'essayer d'être toujours dans le jeu diplomatique. Et il y a eu le rôle très important historiquement du Mexique à tout point de vue, y compris sur des pays comme Cuba ou d'autres. Oui, l'indépendance justement des positions, le respect de l'autodétermination, la non-ingérence, qui sont des principes, à tel point ce sont des principes recteurs de la politique extérieure mexicaine, qu'ils ont été inscrits dans la Constitution de mémoire à la fin des années 80. Donc juste avant la chute du mur de Berlin. Alors j'étais ambassadeur en Ukraine, j'étais ambassadeur en Lettonie, en Lituanie, et j'étais très heureux lorsque je présentais mes lettres de créance. Pour le cas de la Lettonie et de la Lituanie, parce que ce n'était pas le cas de l'Ukraine, mais que on me rappelle que les présidents qui recevaient mes lettres de créance me rappellent combien ils étaient reconnaissants au Mexique de ne pas avoir reconnu l'annexion soviétique de leur république à l'époque. Je pense que nous sommes aujourd'hui un peu loin de ces positions-là, enfin celle du gouvernement mexicain en tout cas. Je pense que l'Ukraine n'est pas perçue par l'establishment politique comme étant un sujet de grande importance. Je le dis avec un regret très profond. Nous sommes de ce point de vue-là devenus très très introspectifs, très tournés vers nous-mêmes, et nous oublions que les événements qui ont lieu en ce moment en Ukraine ont une incidence dans la vie politique internationale et bien sûr sur le Mexique aussi. Le Mexique n'en est pas exempté. Donc, je ne peux que regretter que nous ne prenions pas une position plus ferme dans la défense de la position ukrainienne, qui malgré, enfin, que l'on dise quoi que l'on dise, est quand même aujourd'hui la victime d'une guerre. Je ne sais pas si dire une guerre d'annexion, mais c'est définitivement une invasion de son territoire. Et si aujourd'hui, nous, comme nation libre, toutes, ne nous opposons pas à ce qui est en train de se passer, je vois
très vite le système international sombrait dans une espèce de jungle selvatique où les Nations Unies n'auraient vraiment plus une raison d'être. Je craindrais énormément ce moment-là. Donc oui, c'est vrai que si l'on parle du Mexique en général, est-ce que l'on peut généraliser? L'Ukraine n'est pas malheureusement un sujet et l'agression dont est victime aujourd'hui l'Ukraine n'est pas un sujet de grande actualité, de brûlante actualité au Mexique. Il y a des sujets que Adrián d'ailleurs a évoqués très en passant. Quelqu'un qui vient de Ciudad Juárez peut en parler avec beaucoup de connaissances de cause, mais c'est l'insécurité, le coût de la vie, enfin ce sont des sujets qui préoccupent aussi les Européens, pas celui de l'insécurité, mais celui du coût de la vie. Oui, je suis désolé, mais comment est-ce que le Mexique voit la guerre en Ukraine? Eh bien, elle le voit d'un œil malheureusement, je pense, un peu trop nonchalant, alors qu'il faudrait s'insurger parce que c'est quelque chose d'intolérable. Juste un petit point pour rappeler, il y a quand même eu un mémorandum entre le Mexique et la France présenté à l'ONU sur l'Ukraine, ce qui prouve qu'il y a toujours quand même les aspects diplomatiques qui ne sont jamais très loin. Heureusement d'ailleurs, heureusement parce que sinon, ça serait le désert le plus absolu. Exactement. Oui, Miguel? Oui, bonjour. Les accents espagnols reviennent, même si c'est en français. D'abord, merci beaucoup à tous les orateurs pour les interventions que j'ai trouvées très, très intéressantes. Même si je suis espagnol, j'habite en Belgique, faut pas me compter comme espagnol ici dans ce cadre-là, peut-être plutôt comme européen, parce que on sait que les relations entre les Mexique et l'Espagne, même si c'était très fort et très c'était très bien, surtout, disons on apprécie beaucoup tous les de Mexique à l'Espagne pendant la dictature qu'on a vécu, et il y a beaucoup d'Espagnols qui étaient accueillis par le Mexique à l'époque, donc il y a un grand héritage là-bas de collaboration dans ce sens-là en appuyant la démocratie. Je vais pas aller plus loin derrière parce qu'on sait qu'il y a les différentes opinions et il y a toujours maintenant, peut-être les relations se sont un peu, je sais pas comment dire, mais sont pas si bons qui étaient avant. Peut-être on utilise un peu l'histoire comme une arme pour, disons, séparer les bonnes relations qui existent normalement entre les citoyens, les organisations au niveau entre l'Espagne et le Mexique. Mais ça m'intéresse surtout parce que je crois qu'il y a toujours des opportunités. Bon, c'est vrai que l'ambassadeur vient de dire qu'il y a les préoccupations qui préoccupent surtout aux Mexicains. Vous avez mentionné le coût de la vie. Peut-être il faudrait expliquer que cette augmentation qu'on a vécue les dernières années des coûts de la vie, c'est à cause de la guerre en Ukraine. Alors, au moins, c'est un grand des raisons, un des raisons les plus fortes qu'on est en train d'avoir tous, c'est à cause de la guerre en Ukraine, que le coût de la vie a augmenté partout dans le monde. Alors, il y a une affectation directe aussi au Mexique de la guerre en Ukraine. Alors, c'est pour ça que j'étais très content d'écouter l'ambassadeur de dire que on attend une réaction plus forte, plus ferme de tous les pays, on fait en général, pas seulement du Mexique, mais de tous les pays, et même ces pays qui semblent qu'ils sont plus loin, en Amérique latine, donc aussi le Mexique, sont aussi affectés par ça qui se passe en Europe. En même temps, peut-être vous connaissez que dans quelques semaines, un peu plus un mois, il y aura une nouvelle présidence du Conseil de l'Union européenne qui sera présidée par l'Espagne. Et donc, une des priorités de l'Espagne, c'est justement d'établir des relations plus fortes avec l'Amérique latine dans les différents domaines, et que ça soit pas seulement un rôle de l'Espagne, parce que traditionnellement, quand on parle des relations Union européenne-Amérique latine, en général,
on passe toujours par l'Espagne, ou le Portugal aussi. Sont des pays qui ont plus d'intérêt, peut-être à cause de notre histoire commune, de notre culture commune, de notre langue commune, de nos bonnes relations qui existent en général, sans parler des petits défis politiques qu'on trouve parfois dans les présents, mais bon, je dis toujours que ça c'est les choses qu'il faut mettre entre parenthèses sont les choses circonstancielles qui vont pas affecter les relations qui sont, je veux dire, on va jamais mettre notre relation en pause et vous savez de quoi je parle. Mais une des priorités aussi de la présidence espagnole de l'Union européenne sera de que tous les pays européens mettent l'accent sur les relations avec l'Amérique latine, parce que le problème qu'on a maintenant, c'est que c'est seulement quand il y a la présidence espagnole de l'Union européenne qu'on regarde vers l'Amérique latine, ou quand c'est la présidence du Portugal, par exemple, qu'on regarde, ou c'est dans les priorités l'Amérique latine, mais c'est pas le normal. Alors, nous-mêmes, comme la Fondation Juste que je représente, ici je suis comme association Jean Monnet, bien sûr, mais je représente aussi une fondation en Espagne. On va organiser aussi un cours d'été pour analyser justement comment est-ce qu'on peut élargir l'intérêt parmi les pays européens sur l'Amérique latine en général. Donc, le Mexique, bien sûr, c'est un des pays principaux à cause de sa puissance économique et beaucoup d'autres choses qu'on connaît. Alors, ça c'est une petite réflexion, mais aussi la question c'est comment est-ce que vous voyez l'Europe, et pas seulement l'Union européenne, mais aussi l'Europe. Et ici, on a déjà dit quelques petites choses. Mais cet intérêt de l'Europe vers le Mexique, vers l'Amérique latine, mais aussi de façon plus concrète vers le Mexique, parce que normalement, au niveau général, ça se passe très bien quand il y a l'Espagne au milieu, mais on ne veut pas être les protagonistes, mais on sait qu'on peut faciliter les choses. Et on est très content de ça. Mais est-ce que vous croyez qu'il y a assez d'intérêt des pays européens pour l'Amérique latine, ou vous croyez vraiment qu'on peut l'améliorer? Et si oui, qu'est-ce qu'on devrait faire vraiment pour attirer cet intérêt pour l'Amérique latine des autres pays européens? Il y a certains comme la France ou l'Allemagne qu'on sait que déjà il y a un certain intérêt, mais il y a les autres qui n'ont pas l'Amérique latine, n'ont pas les Mexicains dans les radars. Mais aujourd'hui, dans le monde global dans lequel on est, et si on cherche les pays démocratiques, et on cherche les relations historiques, je crois que l'Europe devrait regarder plus vers l'Amérique latine. Mais ça n'arrive pas toujours. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça? Ça, c'est ma question. Et excusez-moi de toute la réflexion que j'ai fait d'abord, mais je croyais que c'était important de faire les contextes pour tout bien comprendre. Il y a Lorenzo qui va intervenir, ou Adrien? Lina? Moi, je félicitais plutôt l'intervenant précédent, enfin Miguel Martin, pour sa question, qui est une question très intéressante, mais je préférerais, si Adrien voulait la répondre. Ah, c'est génial. Ah. Les chola bolita. A ver, c'est une excellente question, mais en fait, j'ai du mal à voir. J'ai du mal à voir parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est mutuel. C'est-à-dire que pour le Mexique, c'est plus facile de s'attaquer au marché américain parce que économiquement, ils sont à côté. Donc l'Europe, c'est plus compliqué par les langues, par la distance, et vice versa. Et donc effectivement, il y a les liens historiques avec le Portugal et l'Espagne, et c'est évident. Moi j'habite à Madrid, et la qualité des restaurants mexicains ici, c'est exceptionnel. Donc, on mange super bien ici. À Paris, non. Mais de bons mexicains, pardon. On mange très bien à Paris, mais pas de bons mexicains. À Bruxelles non plus. À Bruxelles non plus. Ah. Ça commence. Il y a de bons restaurants. Non, Géraldine, il faut que tu viennes ici. Oui. Mais pour moi, c'est un indicateur aussi
Effectivement, les liens historiques, c'est pour un Mexicain, c'est plus facile de s'installer en Espagne que de s'installer en France. Parlons même pas les pays nordiques. C'est beaucoup plus compliqué au niveau des langues, c'est beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus froid aussi. Donc je ne sais pas si vraiment les deux côtés ont envie de se rapprocher à ces points-là. Parce que je pense que s'ils voyaient l'intérêt, ils l'auraient déjà fait. Pour les États-Unis, les États-Unis, tout va vers les États-Unis et tu viens des États-Unis. Bon, j'exagère, et donc, quand il y a des dépendances économiques aussi fortes vis-à-vis des États-Unis et qu'on commence à rentrer sur des discussions des tarifs, des douanes, etc., c'est des équations qui sont très très compliquées à faire. Donc, avec des intérêts majeurs et des blocages certainement des certains pays, les choses n'avancent pas forcément. Donc, je suis pas sûr qu'en fait, au plus profond un certain nombre des pays, je ne parle pas de l'Europe en général, mais un certain nombre des pays, ils trouvent l'intérêt de le faire. Donc, je suis pas sûr. Mais pourquoi vous croyez qu'on ne peut pas avoir cet intérêt là-bas? Parce que maintenant, on est en train de chercher les pays stratégiques. Vous connaissez peut-être il y a cette stratégie d'autonomie, cette stratégie de l'Union européenne justement pour avoir les partenaires solides face au futur. Et pour moi, c'est clair que l'Amérique latine a beaucoup de valeurs qu'on peut partager. Et donc, on peut avoir vraiment toutes les conditions pour travailler ensemble. Pour moi, ça qui je crains, c'est que si on, comme Européens, ne fait pas les pas, et on ne regarde pas plus au Latine-Amérique, je parle de Latine-Amérique un peu en général, je ne sais pas qu'on peut pas généraliser. Dans ce cas-là, on regarde vers le Mexique plutôt. Mais je crains que sinon, ça serait, parce que bon, c'est normal qu'il y a les relations entre le Mexique et les États-Unis. Avec les voisins, ça c'est normal. Mais maintenant, on travaille dans un monde global où tout change très rapidement. Il faut vraiment chercher les partenaires solides face au futur. Et je crains que si on ne fait pas ça, le Mexique, en grande partie aussi de Latine-Amérique, va regarder plutôt sur l'Asie. Et ça peut être très dangereux pour nous, pas seulement au niveau économique. Je ne regarde pas les côtés économiques, parce que là, il y aura toujours des intérêts, et là où il y aura des intérêts, les choses vont bouger. Mais ça me concerne aussi concernant les valeurs. Et c'est ça qui je crains un peu. Je ne sais pas comment est-ce que vous regardez cette distinction, cette regard vers l'Asie, plutôt que vers l'Europe, ou de travailler plutôt avec l'Asie que l'Europe. Et si vous regardez aussi comme un possible danger, surtout parce que je sais, j'ai des informations qu'il y a les entreprises chinoises, par exemple, qui sont en train d'acheter beaucoup d'entreprises mexicaines et aussi dans les autres pays américains, d'Amérique latine. Et en même temps aussi les terrains et tout. Alors il y a un certain plan de position très fort. Et à côté de ces plans de position, moi, les valeurs de la Chine, je les doute. Surtout par rapport aux démocraties, aux valeurs humaines, aux conditions de travail et tout ça. Et j'ai certaines peurs. Alors pour moi, ça serait mieux de faire cette approche et de travailler l'approche entre l'Europe et l'Amérique latine, dans ce cas-là, sur le Mexique. Je ne sais pas comment est-ce que vous voyez ça. Bon, si je peux me permettre, effectivement, Miguel, tu as raison. Pour l'Europe, le marché latino-américain, c'est un marché à conquérir. Et le Mexique, c'est la porte d'entrée pour le marché aux États-Unis. Si on prend en compte l'aspect culturel, oui, c'est beaucoup plus facile de travailler avec la culture latino-américaine qu'en Asie. Et si on prend encore les domaines d'intérêt pour l'Europe, oui, et on vient de constater par exemple les domaines dans l'aéronautique et l'industrie automotive, oui, c'est la santé et toutes les industries créatives. Pour l'Europe, le Mexique et l'Amérique latine
sont des points forts maintenant pour faire des investissements. Alors oui, ils sont en train de se tourner vers l'Amérique latine. Oui, Oui, Lorenzo, l'ambassadeur. Je peux ajouter un petit grain de mi granito de arena. Je crois qu'il y a vraiment deux moteurs importants à une relation, et c'est bien sûr les courants commerciaux et puis les courants culturels. Je crois que du point de vue culturel, un énorme travail est en train d'être fait depuis une vingtaine, trentaine d'années. À part bien sûr les grands muralistes, Frida Kahlo, etc. Il y a beaucoup plus de culture que Frida Kahlo au Mexique, et je suis très heureux que Guillermo ait fait présenter son exposition ici hier. Moi, malheureusement, je ne pouvais pas y aller, je suis pas à Paris. Il faut savoir que le père de Frida Kahlo était aussi photographe. Mais bon. Il y a tous les courants commerciaux qui sont très très importants. Je crois qu'il y a d'énormes opportunités commerciales pour les Mexicains en France et en Europe. Il y a certains pays qui sont un peu moins attractifs ou attirants. C'est vrai que il y a la question des langues. En Europe, l'Europe, vue depuis le Mexique, c'est une mosaïque de langues. Bien sûr, l'Espagne, c'est très facile parce que tout le monde parle espagnol ou presque. C'est pas toujours un espagnol que l'on comprend en Amérique latine. Et Miguel Martin ne me laissera pas mentir là. Mais il y a de grandes opportunités et c'est quelque part c'est plus facile, mais c'est pas aussi facile justement que le marché nord-américain. Il y a cette espèce d'énorme aspirateur qui est celui de quand même l'économie la plus grande de la planète. Celle du Mexique n'est pas mal aussi, c'est quand même, je crois que la 14e économie mondiale aujourd'hui. Et il y a de grandes affaires à faire d'un côté et de l'autre. Moi, ici, si je devais défendre quelque chose, je défendrais le besoin que cette prochaine présidence de l'Union européenne défende la signature rapide de cet accord de libre-échange entre nous et entre le Mexique et l'Union européenne, parce que c'est là vraiment qu'on voit la bonne volonté d'une part et de l'autre. Toute cette question de tarifs que nous exposait César est absolument ridicule. Enfin, et il y a même des avantages que certains membres de l'Union européenne ont par rapport à d'autres membres qui devraient être exposés et disons rationalisés pour que tout le monde puisse jouer de la même façon dans l'esprit de cet accord de libre-échange. Je parle de certains produits agro-industriels ou agronomiques ou agro-industriels qui ne rentrent pas si facilement au Mexique, en dépendance s'ils viennent de certains pays européens. Voilà, pour être très diplomatique, mais je crois que tout le monde aura compris. Et c'est la même chose de l'autre côté aussi. Alors, c'est justement cette migration récente, enfin des dernières 20 ou 30 années. On parlait de restaurants mexicains, mais moi j'ai des souvenirs il y a 30 ans où il y avait un seul restaurant mexicain qui est discutablement mexicain. Ce restaurant existe toujours, il est très bon, mais il y a aussi maintenant une multiplication de restaurants. Il y a même des restaurants étoilés. Il y a 2 restaurants étoilés mexicains à Paris. Il y a même une torteria. On peut manger des tortas qui sont très très décentes à Paris. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très. C'est nouveau. Moi, j'ai quand même suivi la relation entre le Mexique et la France depuis plus d'un demi-siècle. Je peux dire que ça, c'est une nouveauté. Il y a d'ailleurs quelqu'un à l'ambassade qui a écrit un guide des restaurants mexicains à Paris. Je voudrais que on puisse peut-être le populariser plus, peut-être sous l'autorité de la Chambre économique du Mexique en France. Il pourrait en faire une publication et d'ailleurs peut-être la vendre même aussi, parce que bon, il y a quand même des besoins de pas tout n'est de la philanthropie dans la vie. Et voilà.
je pense, je ne sais pas si ça, Miguel, ça répond à Oui, votre oui, question, et mais après je crois que le mouvement est lancé, mais maintenant, profitons de la présidence espagnole, comme on pourrait profiter de la présidence portugaise lorsque son moment viendra, oui. pour que on s'assure d'avoir cet accord de libre-échange opérationnel. Oui, justement, je crois que les accords, il y a les deux accords qui sont là, et l'accord avec le Mexique et aussi l'accord de Mercosur qui seront essentiels, qu'on espère qu'ils seront approuvés. Je ne sais pas plus si pour le Mexique c'est si avancé déjà, mais je crois que ça peut aider. Et justement, ça qu'il faut de notre part aussi, c'est faire convaincre aux autres pays européens de l'importance, parce que le Mexique et l'Amérique latine en général, pour nous, c'est pas une question seulement des Espagnols, c'est en priorité pour l'Europe, à mon avis. Et c'est pour ça que je pose j'ai posé ces questions, parce que pour moi, je n'arrive pas toujours à comprendre comme ce qu'il y a les pays qui ne voient pas cet intérêt qu'on a de travailler plus ensemble et d'établir des relations les plus fortes, parce que ça serait de tous les points de vue culturels, historiques, économiques, très, très favorable. Alors, on va faire notre possible. J'ai un petit mot tout simplement à ajouter sur on parlait de la Chine, de l'Extrême-Orient. Je ne m'inquiéterai pas outre mesure. Le fait est, aujourd'hui, c'est un fait, le Mexique est en train de bénéficier énormément par tous les phénomènes de nearshoring, des tensions existantes entre les États-Unis et la Chine. C'est vrai qu'il y a des entreprises mexicaines en Chine. C'est vrai qu'il y a quand même le potentiel est moindre de ce qu'il l'est pour faire des affaires avec l'Europe. Du fait de la langue, du fait de la proximité culturelle, la Chine est un pays que je connais bien, que j'aime beaucoup, mais c'est pas de faire du commerce avec la Chine et de penser que si on vend une paire de lacets à un Chinois et si chacun en achète une, on va faire des billions de dollars de bénéfices. Eh bien, ça marche pas comme ça. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Oui, c'est vrai, les Chinois sont très intéressants en Amérique latine. D'ailleurs, ils y jouent un rôle très très important et que Washington, sans aucun doute, est en train de suivre avec beaucoup d'intérêt. Moi, je ne m'en préoccuperai pas beaucoup plus et je crois que s'il fallait dire ça en conclusion, la Chine par rapport à l'Europe n'est pas sur le même plan de concurrence pour le Mexique. C'est-à-dire que le Mexique peut s'intéresser à la Chine, mais c'est une relation et il y a des limites très 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 claires. J'en vois beaucoup plus de limites à la relation du Mexique avec la Chine que celles que je vois à la relation du Mexique avec l'Union européenne en général. Merci. Ok, on arrive presque à la fin. Je crois qu'il y avait une question de une question. notre secrétaire général. Oui, et je peux prendre la question, Magdalena, si ok. C'est les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières par l'Union européenne et la position du Mexique. Et on a déjà dit que beaucoup des exportations du Mexique sont à les États-Unis. C'est 80% de les exportations du Mexique et c'est les États-Unis. Et l'Europe, c'est important aussi, et l'Amérique latine aussi, mais c'est pas à même niveau que les États-Unis. Ces mécanismes, c'est pour les produits qui sont intensifs en énergie. Et je pense que le seul secteur qui peut être affecté par ce mécanisme, c'est la chimie, qu'on exporte maintenant à l'Europe. Même, je pense que l'Union européenne va commencer avec un sous-groupe des produits de la chimie, pas les produits du Mexique qui sont exportés à l'Union européenne. Et j'ai déjà parlé avec des entreprises au Mexique, des secteurs de la chimie, mais il y a des préoccupations, oui, parce que ce mécanisme va ajouter un tarif de douane si les produits à utiliser
d'énergie que c'est pas propre. Donc, si la politique énergie au Mexique vient de changer et il y a plus d'énergie que c'est pas propre, les exportations du Mexique vont avoir des problèmes quand il arrive à l'Union européenne. Même, les situations, c'est que il n'y a pas beaucoup de produits qui sont exportés maintenant qui vont être affectés par cet mécanisme et les prochaines années. Quand ce mécanisme évolue pour inclure des produits qui utilisent l'acier, par exemple, l'acier, l'acier, c'est pas des produits qui sont dans le mécanisme, mais après, on va regarder que les véhicules ont de ces tarifs ou de cet impôt pour pas utiliser d'acier qui utilise l'énergie propre. Donc, maintenant, c'est pas un problème pour le Mexique, mais il faut regarder qu'est-ce qui va passer avec l'inclusion des produits à futur. Merci à nos intervenants et merci aux présents. Bravo Merci pour les de organisateurs l'invitation. aussi. Oui, absolument. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci Magdalena, merci César. Voilà, Merci. merci à vous tous. Merci beaucoup à tous. C'était Passez bien un excellent diversifié, week-end. intéressant et à poursuivre surtout.